Alors bonjour à vous toutes et tous. On commence par une prise de refuge, puis ensuite on se jette à cœur perdu dans cette leçon 44. Sangye che tang tsoge cho nam la chang chum paratu dani kyapsuchi dage jin tsoge pe sunam ke drola pench sangye drum parai sho. Voilà les amis du tibétain. Alors, vous voyez, cette leçon, elle suit le même modèle que la précédente. Je pense avoir finalement trouvé, quoi, ça peut encore changer, mais la à peu près bonne configuration, en vous rappelant que ce qui est ici, c'est-à-dire le texte français, c'est vraiment uniquement pour nous familiariser avec le contexte du texte. C'est-à-dire, ça nous permet de nous, voilà, d'avoir la teneur, la couleur générale de l'extrait. Et pourquoi donc? Parce qu'ensuite, éventuellement, on peut faire des hypothèses. C'est-à-dire qu'en voyant les mots, en voyant les structures, en observant les particules, on peut dire, ah tiens, ça pourrait signifier ça. Ça peut nous aider. Ça nous met un peu le pied à l'étrier. Mais en aucun cas, il est question de réellement faire un lien absolu entre une phrase en tibétain et puis quelque part là. C'est vraiment, le but n'est pas de traduire pour l'instant. Le but, c'est de repérer, de comprendre la structure du texte, de voir comment il s'organise. Et c'est ça notre boulot, clairement. D'accord? Bon. Après, j'ai gardé cette idée d'une traduction littérale par section pour le passage tibétain. Ça peut vous aider. C'est une autre manière. Évidemment, là, hein, bon, vous savez pas trop, mais là, vous voyez un peu plus le sens de chaque segment, ça bien sûr. Mais sinon, après, notre terrain de jeu, c'est ça. Et le terrain de jeu, c'est vraiment ce bout de texte, mis de cette manière, comme ça, je peux bien zoomer, vous le voyez en grand normalement sur votre écran, j'espère, hein, c'est clair pour tout le monde, voilà. Et là, c'est notre terrain de jeu, c'est le bac à sable, c'est là où on s'entraîne à la méthode, c'est aller repérer des mots, repérer des lettres, bien sûr, hein, si vous en êtes encore là. Et c'est pas dépréciatif, hein, c'est-à-dire vraiment faire que chaque lettre signifie quelque chose pour vous. La dernière fois dans la leçon des débutants, ou le cours débutant, on va dire, euh, j'ai bien insisté sur le fait de réussir à créer un lien avec chaque lettre, de manière à ce qu'il y ait une forme d'apprivoisement, hein, d'automatisme qui puisse se développer. Donc ça, c'est un travail important. Mais ensuite, ce travail de repère, il se fait sur la base des particules, se dire, ah tiens, telle syllabe est une particule, telle lettre est une particule. Et puis ensuite, ben, évidemment, on a le travail sur le vocabulaire pour enrichir notre compréhension générale du vocabulaire, ce qui va nous aider ben, fortement à pouvoir ensuite comprendre quelque chose. Si je prends tac, je saute à pieds joints dans la leçon, mais si je prends ça, par exemple, là, on a typiquement un élément intéressant. Pourquoi? Parce que, ben, on va voir justement parce que et pourquoi. Si je vous montre ça, les personnes un peu plus habituées, pour les débutants, c'est une façon de vous familiariser. Mais si je vous demande, par exemple, je sais pas, Claire, voilà, Claire, je vais te demander de me faire juste un repérage simple de ce que tu vois. Donc, repérage, quand je dis repérage, c'est qu'est-ce qui clignote, hein, on est bien d'accord. Qu'est-ce qui, dans cet élément-là, qui est un élément qui tient par lui-même, hein, je veux dire, là, ça c'est un élément. Qu'est-ce qui, dans cet élément clignote pour toi? Ça m'interpelle là le cas Agigui. Ok, Je sais pas si c'est un génitif, quoi. Enfin, j'ai vu plusieurs fois dans le texte. très bien, on verra. En tout cas, ça Euh, clignote. ouais, Parce que bah pour moi, c'est lui, important, c'est savoir ce qui clignote. Après, si on sait vraiment ce qui clignote, c'est encore mieux. Mais si déjà on sait que ça clignote, c'est déjà pas mal. Y a-t-il autre chose qui clignote? le nid, Absolument, parfait. Est-ce que quelqu'un aurait dit autre chose ou est-ce que, au contraire, quelqu'une aurait dit oui, tout à fait. Pour toi, Fabien, absolument. Caro aussi, ça fait sens. Patrice, Cathy, euh, Joël, pareil. Ok, très bien. Philippe, Oui, oui. très bien. C'est Agigui, c'est le Grendel, son qui relie. Absolument.
Et le ni, peut-être même, tu sais, Philippe. Bah, le ni, c'est les 2 points, en fait. Le ni, c'est les 2 points. Alors, c'est un raccourci, évidemment, hein, parce qu'après Oui. qu'on rentre... Non, non, mais c'est parfait. C'est parfait. Je vous rappelle qu'avec les particules, ben, ça, premier exercice, le repérage. Deuxième étape, connaître la fonction de base, du genre ni, c'est les 2 points. C'est très bien. Et ensuite, éventuellement et progressivement, connaître les fonctions particulières de chaque particule. Donc là, c'est très bien. Donc, agigui, nagiguni. Est-ce que, alors pour Joël aussi, tu l'as dit. Géraldine, pour toi aussi, c'était OK? Oui, oui, oui. Bon, très Oui, bien, merci. OK. Joël, pas de question particulière. Pour toi, c'était aussi assez évident que c'est là que ça se passait? En fait, Bon, si j'étais pas sûre du génitif, c'est qu'on a tellement l'habitude de voir pas Agigui, oui, non, oui, 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 que du coup, absolument. puisqu'après on le retrouve dans la première ligne, Ah, là, mais c'est très juste là, ce que tu ça, dis. Mais ouais, Agigui, ouais. et visiblement, il n'est pas toujours qu'avec un pas devant. Non, bien sûr que non. Il Bien a sûr que plein non. de... Mais oui, Oui, parce que, vraiment, oui, j'avais un doute dans la prononciation Maka Agiguyi, et quand on fait l'épellation, ça serait Et Ka, K, K, ouais, K. Mhm. Et Ka attention, Agiguyi. c'est pas maka, Mao. hein, c'est mao, hein. C'est un Ah, pardon. préfixe, hein. Ouais, Quand on les, bon alors, je suis toujours un peu carré là-dessus, mais quand vous appelez mao. Pourquoi? Parce que c'est un rappel pour nous dire, c'est un préfixe, c'est pas une lettre de base, hein. Si on dit maka, c'est 2 lettres en épellation. C'est 2 lettres et donc 2 syllabes, hein. C'est donc 2 syllabes distinctes, ma et ka. Si on dit mao ka, on est sûr que le mao est un préfixe. Quand vous faites de l'épellation, vous faites de l'épellation aussi pour votre interlocuteur ou interlocutrice. C'est-à-dire que vous lui donnez une indication orthographique. Si tout à coup elle a un doute, vous lui dites, je sais pas, n'importe, vous lui dites zo, puis il dit zo, zo, quoi zo, 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 le zo, c'est-à-dire l'hybride vache yak, ou zo dans le sens de complètement épuisé. Hein, je veux dire, c'est le même mot, hein. En termes d'homophone, c'est un homophone. Donc, en tibétain, il n'est pas rare avec un locuteur tibétain d'avoir à passer par l'orthographe pour préciser ce qu'on est en train de vouloir dire. En tout cas, moi, ça m'arrive assez souvent avec Lama Sangpo, qui est très très à cheval sur les tons, et qui me reprend régulièrement, quoi. Comme quoi, j'ai encore largement beaucoup de choses à apprendre. Mais voilà, c'est comme ça. Euh, C'est-à-dire, il est exigeant. Et alors, la plupart des Tibétains, il est scoulé, mais vous pouvez très bien tomber dans un échange où il y a une forme d'exigence. Donc, Mao, Ka, Agigui, Ke. Hein. Clairement, ça se prononce Pour ça, Ke. je remarque, excuse-moi, pour Oui, ça, je je t'en prie. remarque, je pense qu'il faut vraiment bien connaître les suffixes et les préfixes. Ah oui, alors ça, c'est sûr, hein. C'est pour ça qu'on... Parce que Ah quand ouais, on voit Nama à côté, ouais. Nama, on pourrait dire, bah, Na, c'est un préfixe, et en fait, non, pas du tout, parce Mhm. qu'il ne fait pas partie des 5 préfixes. Absolument. Alors après, alors ça, tu as complètement raison, Géraldine. C'est d'ailleurs ce que tu dis est très intéressant parce qu'avec les débutants, je viens de vous livrer le support avec toute la récupération des préfixes. Et alors, ça, c'est là ce que tu viens de fournir, Géraldine, c'est l'explication théorique et parfait, hein, je veux dire, c'est très bien. Maintenant, vous pouvez aussi, histoire d'aborder ou d'apporter quelque chose de l'ordre du no panique, c'est-à-dire si vous connaissez pas la règle, c'est pas non plus gravissime. C'est-à-dire qu'en général, quand vous en avez 2, la première c'est la lettre de base. Et en fait, à force de voir ça, on a presque l'habitude de même pas trop y réfléchir. On voit 2 lettres, on se dit que la première, c'est la lettre de base. Mais en même temps, ce que vient de nous dire Géraldine, c'est très juste. Si vous avez en plus, la connaissance théorique qui vous dit, ben oui, ben là, je veux dire, il n'y a pas photo. Le na peut pas être autre chose que la lettre de base, vu que le na peut pas être préfixe. Donc voilà, c'est réglé. Mais ça, c'est petit à petit. Parce qu'après, vous avez aussi namka. Et namka, ça veut dire comme mot de vocabulaire? Espace. Bravo. Yes, très bien. Bravo, Philippe. Alors ça, c'est l'avantage. Tac, Philippe, il dégaine. Ça veut dire que
il bosse son vocabulaire. Et ça, à un moment donné, de toute façon, vous vous rendrez à l'évidence. Si vous avez des mots de vocabulaire, pas tout, hein, mais un bout de l'extrait, ben là, ça vous élimine une grosse épine dans le pied. Hein, parce que vous savez de toute façon qu'il s'agit de Namka, c'est-à-dire l'espace. Et donc, c'est sûr. Donc là, maintenant, il n'y a plus de doute. Le Agigui, c'est un génitif. Mais j'ai bien aimé l'idée de ce qui clignote, parce que même si tu as eu le doute, Claire, effectivement, tu as eu le bon repère. Et c'est ça qui m'importe. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y ait quelque chose même de l'ordre de la certitude, ce serait idéal, qui fait que quand vous voyez un Agigui, vous vous dites c'est forcément un génitif. Parce que posé là où il est, il ne peut pas être autre chose. Et si on regarde, parce que tu parlais du pas Agigui, ben si tu regardes là, c'est exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'on a une lettre, d'accord, qui est une syllabe en fait. Je veux dire, pourquoi je dis une syllabe? Parce que si vous aviez juste la lettre, quoi la lettre, c'est-à-dire le mot, vous avez l'enpa. Ça, c'est le mot. Okay. Et le mot a rien à voir avec le agigui. Le agigui est une pièce rapportée. D'accord? Donc, de la même manière, vous avez ici Namka. Et Namka, ben, hop, hop, hop. On a Namke, c'est ça, oui. Ah non, on a Namka, Namka, et ensuite on a Namke. Parce que le mot, c'est Namka. Et dans la lecture, on dira Namka. Ah oui, alors dans la lecture, on dira Namke. De la même manière qu'ici, on dira Lenpe. Lenpe, bien sûr. Mais c'est juste pour bien que vous vous rendiez compte que quand il s'agit d'un génitif, comme ici, dans les deux cas, quand il s'agit d'un génitif, il n'y a pas photo. Le génitif, quand on a besoin de le poser à côté d'un mot, attendez, quand on a besoin de le poser à côté d'un mot qui se termine comme il se termine ici, c'est-à-dire une lettre toute seule sans suffixe, c'est ce qu'on appelle a et tame, hein, ça c'est le mot, je veux dire, c'est la désignation. A, ça veut dire, ben, comme dans Namka, Namka, le mot, ça s'écrit Namanam Mao Ka A Ka, normalement. Donc, le mot lui-même, admettons que vous virez le agigui. Le mot lui-même, c'est Namka, Mao Ka A Ka. Donc, quand vous avez une syllabe qui se termine comme ça, c'est-à-dire avec un A, ou alors une syllabe qui se termine comme pas, c'est-à-dire sans suite, il n'y a pas de suffixe, d'accord? Dans ce cas-là, la forme du génitif que cela vous demande, c'est un agigui. Ça, c'est la règle, d'accord? Alors, après, c'est comme toujours, c'est-à-dire la règle, vous pouvez la connaître, de toute façon, elle est donnée à gauche, à droite, elle est donnée, mais moi, j'insiste pas dessus parce que j'attends plutôt que vous fassiez des exercices et que dans l'épellation d'un extrait comme celui-là, par exemple, ben, au bout d'un moment, ben, vous voyez que ra la ta la na len, pas agigui, ben voilà, pas, ok, agigui parce que pas tout seul. Et puis ici, namka, namanam, maoka aka, si vous regardez le vocabulaire, ça sera maoka aka. Et puis donc, quand c'est maoka aka, ça se termine par un a, donc agigui. C'est-à-dire qu'ensuite, si on veut mettre un génitif, eh bien, on met simplement un agigui dessus. D'accord? Donc, le clignotant, c'est effectivement agigui, nagiguni, ou n'importe quoi d'autre, qui est n'importe quelle autre particule. Donc ça, c'est très bien, c'est parfait. Puis après, au fur et à mesure, vous connaissez le sens des particules, et puis là, on commence à pouvoir faire de l'analyse de texte un peu sérieux, c'est pas de problème. Mais on est en train d'y arriver. Hein. Là, il n'y a plus grand-chose qui nous retient. Hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu, comme forcément, de la lecture, hein, pour qu'on se mette dedans, pour que ce soit clair le plus facilement. Qui veut partir dans un... Je peux poser une question? Bien sûr, largement. Donc, dans l'élément 20, le génitif, c'est qui? Et pourquoi on n'aurait pas pu mettre un agigui? Alors, attends, dans l'élément vent, alors, il faut que je le retrouve. Chui kam ni me kam lungi kam.
Alors, ici, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas pu? Ben, alors, en fonction de ce que je viens de dire, selon toi. Exactement en fonction de ce que je viens de dire. Est-ce que le lung correspond à la description que je viens de faire? Est-ce que la syllabe lung, on est bien d'accord qu'on parle de la syllabe lung, est-ce que la Oui. syllabe lung rentre dans la caractéristique que je viens de donner, selon toi? Bah écoute, je devais réfléchir, j'ai pas dû comprendre ce que tu as dit. Alors, c'est pas grave, je réexplique. Ce que j'ai dit, c'est que si vous avez une syllabe, on est bien d'accord en tibétain, c'est quelque chose qui est séparé par 2 points, hein. Donc, ici, on a une syllabe, forcément. Cette syllabe, on voit qu'il y a un génitif. Le génitif ne fait pas partie de la syllabe. C'est un rajout. On est d'accord avec ça? Oui. Ok. Donc, ça veut dire que la syllabe, en fait, pour de vrai, c'est quoi? C'est le pas. Juste, tout le monde me suit? Frédéric, c'est ok? Ouais. Ok. Donc, si on a une syllabe qui est ce qu'on appelle ta mais, c'est-à-dire qui n'a pas de suffixe, premier cas de figure, ou si on a une syllabe comme maoka aka qui se termine par un a, ok, deuxième cas de figure, dans ce cas-là, si on veut mettre un génitif, eh bien, on met un a gigui à la place du a, et puis on met un a gigui après la syllabe. Ok? D'accord. Donc, dans le cas de lung, ici, qu'est-ce qui se passe? Ra la ta la shapkyu lunga lung. Le nga, c'est quoi? Un suffixe. Oui, c'est un suffixe. La lettre de base, Frédéric, elle est où? Bah c'est la première. Ouais, la première, c'est ça. C'est-à-dire Ra la ta la shapkyu lu. On est d'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle en tibétain Mingshi. C'est-à-dire, c'est la lettre de base. Il n'y a pas de doute pour personne. Pourquoi il n'y a pas de doute? Parce que même si vous connaissez très peu, que bon voilà, vous avez oublié un maximum de choses, admettons. La seule qui peut, dans une syllabe, être une lettre de base, c'est celle qui est composée. C'est une règle, je veux dire, voilà, ça c'est pas une règle compliquée, hein. Dans une syllabe, s'il y en a une qui est un peu, on va dire, bizarre, chargée, composée, quel que soit le qualificatif que vous avez employé, cette lettre-là, c'est la lettre de base. C'est sûr. Donc si ça c'est la lettre de base, Frédéric, celle-là, c'est quoi? C'est un suffixe. C'est un suffixe. Donc, dans le cas où la lettre possède un suffixe, elle n'est pas comme celle qui ne possède pas de suffixe. D'accord. D'accord? Ouais. Donc, dans le cas d'une lettre qui possède un suffixe, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de mettre un génitif sous cette forme. Ok? Ok. Très bien. Donc, le génitif, il est mort... Quoi? Logique. Morphologiquement variable. Yes, voilà la formule. Voilà. Morphologiquement variable. C'est du véritable lavage de cerveau que vous faites avec moi. C'est horrible, hein. Après, vous allez dire morphologiquement variable. On va dire, mais vous parlez comment vous? Eh bien, morphologiquement variable. Pourquoi? Parce que ça, c'est la règle. C'est-à-dire que le génitif est morphologiquement variable. Variable en fonction de quoi? Du suffixe, du pas de suffixe, de la lettre qui précède. Yes, de la lettre qui précède. En fonction, alors de la lettre, on peut dire, ou de la syllabe qui précède. C'est complètement vrai. Il est variable en fonction de ça. Alors de nouveau, c'est pour ça que vous avez 2 choix. Soit vous apprenez par cœur que, par exemple la règle qu'on vient de voir, et vous apprenez par cœur les formes, ce que j'ai fait, c'est-à-dire Kangaki, Dawasaki, Namaralagi. Ça, c'est les combinaisons. C'est-à-dire, vous savez qu'en fonction du suffixe, vous utiliserez telle forme ou telle autre forme du génitif. Vous pouvez vous amuser à ça. Si vous n'avez pas envie, parce que c'est trop scolaire, pas grave. Simplement, alors dans ce cas-là, vous utilisez le principe du clignotant. C'est-à-dire, quand vous voyez un kagiguki, vous avez 99 chances sur 100 que c'est forcément un génitif.
Il y a de fortes chances. D'autant plus si le mot d'avant, il a vraiment une tête de mot. C'est-à-dire lung. Et puis en plus, bon, bah, je veux dire, là, il n'y a pas de, là, il y a même pas de fun parce que vous avez la même structure chaque fois. Chui kam, mei kam. D'accord? Lungi kam, namke kam. Après, il n'y a pas tu ni, bon, il n'y a pas kam. Mais vous voyez, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de vous dire que ici, chui kam, ok, mei kam, lungi kam, namke kam, c'est les mêmes structures. Quand on étudie du tibétain, on étudie, et c'est pour ça que j'insiste sur la notion structure, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez compris la composition d'une structure, vous avez compris toutes les compositions de structure. C'est les mêmes tout le temps. Bonjour Béatrice. C'est les mêmes tout le temps. Tout le temps. Donc, il n'y a pas de surprise là-dessus. Il n'y a pas de surprise. Donc, de nouveau, si la structure avec un génitif, je vais vous l'expliquer. Je l'explique comment? X plus X. Ok? C'est-à-dire n'importe quel mot. Pardon? Seikam aussi. Oui, bien sûr, tout à fait. Merci. Seikam, absolument. Et ça, très beau réflexe, Philippe. C'est-à-dire qu'après, quand vous avez compris une structure, vous avez compris qu'elle se répète partout. Quoi, partout? Elle se répète là où elle est. Mais disons, elle se répète toujours avec le même principe de X plus X. X étant n'importe quel mot au groupe de mots, X étant n'importe quel mot au groupe de mots. Que ce soit un élément simplissime comme ici, ou un élément plus complexe comme ici. Mais n'empêche que ici, il s'agit encore de X plus X, et puis là-haut, il s'agit aussi de X plus X. D'accord? Donc, ça, ou n'importe quelle autre combinaison, ce que vous voudrez, plus kam, ou n'importe quelle combinaison variable, etc. Mais vous avez au milieu, vous avez votre génitif, le signe plus. Le signe plus ou le signe ce que vous voulez. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'un génitif, c'est un signe plus. Un génitif, c'est un lien, quoi. C'est un lien entre deux choses. Pour Sophia, c'est tout bon aussi, tout ça? Ok. Ça marche? Ça roule? D'accord, très bien, c'est important. Joël aussi, évidemment, tu connais ça déjà bien. C'est presque de la révision pour toi. Hein, c'est vraiment... Je peux poser une Mais question? bien sûr, non, alors vraiment, vous ne demandez même pas à vous poser, quoi. C'est sur la première ligne, je me demandais pourquoi il y a... Donc, tu viens d'expliquer là tous les génitifs qui existaient. Et sur la première ligne, je me demandais quel était le rapport en fait entre sapen, le rapport grammatical, hein, entre sapen et ensuite tempe, chawa, chedo. Donc l'accomplissement, enfin ce qui accomplit l'action d'être le support. Donc là, je comprends bien le génitif. Ouais. Et de la graine, je me demandais pourquoi il n'y avait pas de génitif entre support et graine. Comment ça fonctionne, ça, du coup? Tu comprends ma question? Ouais, mais je comprends très très bien ta question. Et c'est une question très intéressante. Alors, si on va prendre le truc dans l'autre sens. On va s'imaginer qu'ici, on a un génitif. D'accord? Et si on a un génitif, ça marche aussi d'une certaine manière. Et dans ce cas-là, si on a un génitif ici, et qu'ici on a graine, et ici on a support, hein, tenpa c'est le support. Alors là, de nouveau, hein, c'est une illustration parfaite du fait que, pour Joël, ok, il y a bien suffisamment de mots de vocabulaire pour qu'elle puisse, se déplacer dans ce texte avec déjà, il n'y a plus de doute qu'on est bien d'accord qu'ici c'est un génitif, quoi. Voilà, bon, ok. Donc ça, c'est déjà un gain énorme. Saben, graine, tenpa, support. Si là, il y a un génitif, ça donne quoi? Avec saben d'un côté et tenpa de l'autre. Et Joël, c'est toi qui nous dis. Ça donne quoi? Sapen qui tenpa, hein, on est bien d'accord. Hein, forcément, si je mets un génitif. Donc, tu le traduirais comment? Le support de la graine? Absolument, le support de la graine, complètement. Alors maintenant, pourquoi il n'y en a pas ici? Parce que ici, on veut dire la graine, sapen,
tempe chawa, c'est-à-dire la graine, et on veut pas dire, on veut dire la graine virgule d'une certaine manière, on veut pas dire le support de la graine. On veut dire la graine, tempe chawa cheto, la graine, elle fait le travail, cheto, elle fait le travail du support. C'est parce qu'on veut dire autre chose. On veut pas dire le support de la graine, on veut dire la graine, virgule, elle fait le travail du support. C'est-à-dire, c'est exactement comme en français. Si tu veux en français, Joël, tu as les deux possibilités. Tu peux dire le support de la graine fait le travail, si tu veux, hein. Et tu peux dire la graine fait le travail du support. Tu comprends? C'est un choix d'expression. C'est quand tu dis, ouais, j'arrive pas à te le dire autrement parce que je crois que j'ai pas tellement d'autres choix. C'est-à-dire, ici, tu dis sabun, puis tu dis juste la graine, tempe chawa chedo. Elle fait le travail du support. Mais t'as une virgule, sapen, virgule, quoi. Nous, on mettrait une virgule en français. Sapen, virgule, tempe chawa chedo. Elle fait le travail du support. En fait, Jean-Marc, elle fait le travail du support de tout ce qui suit. Absolument. Absolument. C'est pour ça qu'on veut pas que ce soit le support de la graine. Parce que le support de la graine, c'est ce qui permet à la graine d'exister. On veut dire autre chose. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de génitif ici. Et c'est pour ça, mais c'est une très bonne question. C'est pour ça que quand on fait de l'analyse de texte, alors je vais ressortir ma formule, j'aime bien radoter, le texte dit la vérité. Qu'est-ce que veut dire par le texte dit la vérité? C'est-à-dire que quand vous faites une analyse de texte, vous faites une analyse de texte scrupuleuse. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de génitif, il y a une raison. Et même si vous ne comprenez pas tout de suite la raison, vous pouvez être sûr qu'il y en a une. Parce que dans un sutra comme ça, il n'y a personne qui a oublié un génitif au passage. Ça, c'est sûr. C'est un texte qui a été traduit avec des panditas, qui a été révisé, il y a eu des siècles, etc. S'il y avait un manque de génitif, là, on le saurait, je peux vous dire. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas de génitif, le texte dit la vérité. Laquelle? J'en sais rien, mais je suis obligé de trouver. C'est-à-dire, si c'est... Et là, c'est très bien. C'est-à-dire que tu poses ça comme une énigme, c'est une énigme pour toi. Tu te dis, mais pourquoi il n'y a pas de... T'as raison. T'as tout à fait raison. Mais tu as tout à fait raison, et la réponse, elle va se trouver dans le texte. Ok, merci pour ces précisions. Et si je peux me permettre une deuxième question sur la même ligne? Bien sûr. Le verbe chedo qui revient avec la particule finale là, dans toutes les autres lignes, ouais. Qui est traduit, enfin que tu as traduit par accompli. Et du coup, je me demandais, est-ce qu'il y avait une différence de sens entre ce chedo là et le troupe accomplir qu'on a déjà vu précédemment? Ouais, parce que alors attends, je vais juste voir. Ouais, c'est sûr que là j'ai utilisé qui accompli. Ouais. C'est parce que qui accompli en français, vous voyez, ça j'aurais peut-être dû être plus littéral parce que qui accompli, c'est un peu plus joli en français de dire l'élément haut ou pas. Ou par exemple, dans cela, l'élémentaire est ce qui accomplit l'action d'être support des graines, par exemple. Mais on pourrait dire faire. C'est du... Ok, Caro. À bientôt, Caro. Ça, c'est simplement, on pourrait dire, c'est simplement... le problème, c'est pas un problème, mais c'est une question de rendu en tibétain. À part ça, che, ça veut dire faire. Donc, littéralement, chawa, ici, chawa che, c'est faire une action. Littéralement, faire une action. Tout simplement, parce que che, c'est le verbe faire, et chawa, c'est action. Alors, c'est pour ça qu'à un moment donné, vous aurez besoin de vocabulaire. Hein. Bon, vous avez le vocabulaire d'ailleurs. Hein. Il est présent dans chaque leçon. Alors maintenant, pour les débutants, pas d'inquiétude. Hein. On est bien d'accord que là, il n'y a pas de raison que vous ayez le même niveau vu que vous venez de commencer par rapport à Joël qui vient pas que de commencer maintenant. Hein. Donc on est bien d'accord, tout va bien. Tout va bien. Mais pour dire qu'à un moment donné, forcément que le vocabulaire intervient comme une des clés de résolution de la compréhension du texte. C'est de loin pas la seule, hein. Mais c'est une clé importante. À un moment donné, c'est sûr. Donc voilà,
Chawa, Merci, l'action, merci pas de Jean-Marc. quoi, Joël. Chawa, l'action, tché, faire. Donc ici, bah, par exemple, si on faisait une analyse du premier segment, c'est intéressant. Donc, alors, on est d'accord qu'on peut bien se déplacer dans ce segment si on sait bien lire, hein. Donc bien lire, enfin juste faire d'abord un petit, s'assurer qu'on peut bien lire la phrase, bien lire le segment. Alors Cathy, tu nous lis cet élément-là. Alors on t'entend pas, il faut juste que tu ouvres le micro. C'est pas grave. J'ai une petite question avant. Ben vas-y, pas de problème, bien sûr. Sur Chawa et Che, Ouais. on est sur le même verbe alors. Ah, très L'action intéressant, et très Che intéressant. est conjugué. C'est ce qu'on avait vu, les verbes passé, présent. Ouais, disons, en l'occurrence pas. Mais oui, oui. Et je vois ce que tu veux dire. Parce que Oui. effectivement, chawa, ça peut faire penser largement au verbe faire. On est d'accord. Il y a quelque chose qui est proche du verbe faire, c'est vrai. Mais attention, c'est quoi le rôle du wa? C'est quoi? D'abord, wa, c'est quoi? C'est quoi wa? C'est un nominalisateur. Ouais, et un nominalisateur, c'est quoi? Ben, c'est un skier, skieur. Très bien, absolument. Faire. Absolument. Skier, skieur. Très bien. Donc, C'est une particule. Bravo, c'est une particule. Donc vous avez les deux raisons. Et c'est bien de l'identifier comme particule. Si c'est une particule et que c'est, tu as tout à fait raison Cathy, un nominalisateur, c'est pour ça que cha-wa, ça veut dire l'action. C'est traduit par l'action. À cause de ça, parce qu'on a nominalisé le fait de faire. Cha, tout seul, ça peut vouloir dire faire. Donc, chawa, c'est action. Che, par contre, ça c'est le verbe faire. C'est le verbe faire au présent. Ouais, hein, dans sa forme, parce que ça, c'est... Alors, bienvenue au club, c'est-à-dire bienvenue au club dans le sens... Bienvenue au club de celles et ceux qui ont compris qu'il y avait quand même 2-3 petites subtilités qui nous attendaient en cours de route. Et donc, une des subtilités, c'est que les verbes peuvent être différents quand on les retrouve au passé, au présent, au futur. Mais c'est pas écrit dans le marbre. Il y a certains verbes qui changent pas de forme, d'autres changent de forme. Le verbe faire, c'est le verbe au présent pour le verbe faire. Le verbe au passé, c'est payatacha sache. Donc c'est pas les mêmes formes. Donc ça, c'est voilà. Mais encore une fois, tranquillou. Hein. Franchement, il n'y a pas besoin d'avoir tout emmagasiné ça. Par contre, et c'est pour ça que j'insiste un peu lourdement sur l'histoire des repères avec les particules, si ça j'ai réussi, on en a parlé l'autre jour, des nominalisateurs, si ça j'ai réussi même vaguement à me souvenir, et j'espère que quand je vous le dis, ça vous dit, ah oui c'est vrai qu'on en a parlé. On a parlé de wa, de pas comme nominalisateur. Ça vous dit quelque chose ou pas? J'espère. Oui. Ok, ouf. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que chaque fois que vous voyez un wa ou un pas, vous vous dites, ah, bon, il y a une tête de nominalisateur là. Et donc, c'est très bien parce que nominalisateur, ça veut dire une particule. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a un verbe avant, forcément. Yes, bravo. Tout à fait. Absolument. C'est pour ça que, par exemple, quand vous dites le propos en tibétain, imaginez, alors nous, on se creuse la tête, on se dit, nom de bleu, le propos, c'est quoi en tibétain? Le propos, c'est le verbe dire avec un nominalisateur. Hein. D'accord? C'est pour ça que cherchez pas à traduire en français d'abord. Il faut d'abord essayer de comprendre comment les Tibétains raisonnent. Et les Tibétains, ils raisonnent comme ça. C'est des gens, c'est une langue pragmatique. C'est une langue, on va pas se compliquer la vie. Hello Véro. Coucou, bienvenue. Bienvenue Véro. J'ai des soucis de connexion, désolé. Bonjour à tous. Bonjour Véro, super. Donc, c'est une langue pragmatique. Pourquoi? Parce qu'on prend un verbe, on le nominalise, point, c'est réglé. Donc, un propos, tout simplement, c'est le verbe dire avec un nominalisateur. Et pour nous, c'est un autre mot. D'accord? Donc, c'est ça qui va nous prendre du temps, c'est de se rendre compte comment les Tibétains gèrent
la problématique qui consiste à exprimer des choses. Et pour eux, ils naviguent avec des particules, nous pas. Je vous rappelle encore une fois, en espérant que petit à petit, il y a les Legos qui prennent leur place, où c'est la pièce qui tombe, ça fait gling, ah, enfin j'ai compris. En tibétain, on a un élément de base et on a des particules. Chaque fois qu'on a une particule, on change l'élément de base. C'est de la métamorphose. D'accord? Donc si ici, au milieu, j'ai un verbe, si j'ai un verbe avec une particule qui est en l'occurrence un nominalisateur, ben c'est plus un verbe, ça devient un mot, un nom propre, j'en sais rien, un mot, quoi, voilà. Ça devient un propos plutôt que le verbe dire, par exemple. Donc là, c'est pareil. Cha, c'est le verbe faire, on va dire. C'est une des formes du verbe faire. Et puis chawa, ben c'est l'action. Tout simplement, parce que vous avez nominalisé. D'accord? Alors, bon, moi je dis d'accord, pour l'instant vous avez dit, ouais, bon, d'accord, oui, mais bon, oui. Mais après, ben, à force de vous rendre compte de ça, ça va venir, quoi. C'est-à-dire que ça va venir parce que, justement, vous apprenez les particules et leurs fonctions de base. Je parle bien de leurs fonctions de base, avant de rentrer dans le détail. Et la fonction de base d'un nominalisateur, c'est de nominaliser. C'est tout. Et plutôt que d'en parler d'une manière théorique, bon, on le voit ici. Chawa, voilà, c'est bon, vous avez votre exemple, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Vous voulez un exemple d'un mot, d'un verbe nominalisé? Ben, chawa, c'est bon. Il est là l'exemple. Et ici, est-ce que c'est un verbe nominalisé, selon vous? Non. Eh ben non. Donc c'est un verbe-verbe. Ici, c'est un verbe-verbe. Donc si c'est un verbe-verbe, ben ici, chawa, verbe nominalisé, donc action. Ici, verbe faire, bon, il a une autre tête, on est bien d'accord, mais c'est le verbe faire. Donc, faire une action. Alors, faire une action, on est bien d'accord qu'on n'a pas une, on est, bon, oui, alors, voilà, maintenant en tibétain, on dit chawache. Ouais, bah, parce qu'on ne dit pas faire une action, on dit chawache. On dit lekache, travailler. Et puis ça, oui, je t'en prie, Claire. Tout compris. Si on prend le payatacha, c'est faire. Yes. On nominalise, ça devient action. Yes. Mais alors, du coup, derrière, on n'a pas yatacha de muchetache. Ouais. Et ça aussi, c'est faire. Ouais, bien sûr. Ce que je viens de vous dire avant, c'est pour ça que je pense que le jour où la pièce tombe, elle tombe vraiment. Et je suis tout à fait conscient que même si je vous le dis, vous dites oui, mais en fait, la pièce, elle est toujours pas tombée dans la machine. Pas Donc, pour l'instant, non. non, c'est clair. Si vous avez un élément de base, je reprends mon truc, et vous avez des particules là. D'accord? Vous changez de particule, qu'est-ce qui se passe? C'est l'élément au milieu qui change. Oui, ça, j'ai compris. Très bien. Eh ben, c'est exactement ça. Ici, vous avez l'élément de base. Vous lui mettez une particule. L'élément de base change. Si ici, regardez. Ici, c'est un exemple parfait. Vous avez tenpa. Le mot, c'est tenpa. Pourquoi j'ai sans aucun doute dit le mot, c'est tenpa? Je dis même pas que je sais ce que c'est ten. Hein. Je peux ne pas le savoir. Mais pourquoi je suis absolument certain? Parce que là, parce que là j'ai un agigui. Agigui, il a une tête de génitif, mais alors ça, on peut être sûr que c'est un génitif. Si c'est un génitif, ça veut dire qu'il s'est collé à la fin du mot, forcément, et que donc mon mot, c'est ça. Alors peut-être que mon mot, il commence un peu plus long, ça c'est possible, mais ça marche aussi comme ça. Parce qu'en tibétain, c'est une langue monosyllabique, donc vous avez une forte chance que ça marche comme ça. Après, vous savez que, parce que vous l'avez appris, à force qu'on le voit, que le pa et le wa, oui, ils ont une tête un peu différente, mais ils ont la même fonction. Là, en l'occurrence, c'est des nominalisateurs. Ils ont des têtes de nominalisateurs. Donc, si ça, c'est un nominalisateur, ben, ça veut dire que ten est nominalisé. C'est aussi donc, bête que ça. C'est un verbe, ten, et c'est quel verbe, du coup? Alors, c'est un verbe qui peut peut-être se traduire par supporter. Et donc, le support, c'est le verbe supporter nominalisé. D'accord? Et ça, ce qu'on vient de voir là, une fois que justement la pièce, elle tombe, et puis vous dites, ah ben d'accord. Ok, c'est bon, j'ai compris. Donc, après, c'est tout le temps le cas.
C'est tout le temps. C'est ce que je veux vous dire en disant le verbe dit la vérité, le texte dit la vérité. Ce que je veux dire par le texte dit la vérité, c'est que si là vous avez un nominalisateur, vous faites comme vous voulez, mais vous devez réussir à comprendre comment le tibétain, lui, il en est arrivé à nominaliser ce qui est à gauche. Parce qu'il n'y a pas de doute que, à moins que ce soit une exception extraordinaire, qui vraiment là finira par vous embrouiller peut-être, mais normalement, vous avez un nominalisateur, donc c'est nominalisé. C'est sûr. Et si c'est pas un verbe, je ne sais pas, c'est par exemple le cheval. Le cheval, c'est ta. Vous nominalisez le cheval et vous écrivez tapa. Ça donne quoi? Allez-y. Chevalier. Yes! Bravo! Parfait. Eh bien, ça, c'est de la logique tibétaine. Du coup, ils ont besoin de moins de mots que nous, en fait. C'est exactement ce que je vous dis. C'est une langue terre à terre. Et la difficulté pour nous, c'est d'arriver à se dire, ah, ils pensent comme ça, les mecs? Ah ouais. Ah, d'accord. Donc, maintenant, je prends l'exemple de Kham. Kham, c'est une région au Tibet. Donc, Kham, c'est une région au Tibet. Maintenant, vous nominalisez. Ça donne quoi? Kham nominal. Khampa. Très bien. Et puis, Khampa nominalisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'habitant du Kham. Ben voilà, ça veut dire l'habitant du Kham. Donc, pour un Tibétain, il n'a pas besoin de dire la L' habitant du Kham. Non, il dit pas. Khampa. C'est tout, c'est fait, c'est terminé. Il a nominalisé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'élément de base, il lui a mis un nominalisateur, il a donc changé l'élément de base. Vous comprenez? Ça commence à venir. C'est-à-dire que chaque fois, et puis maintenant vous dites comme, admettons, vous dites comme qui, hein, d'accord, on a Kham au milieu, hein, on a mis un pas, c'est devenu l'habitant du Kham, d'accord, Khampa, ok? Très bien. Maintenant on met un qui. Lui, il a une tête de quoi, là, ce que je viens de dessiner? Génitif. Yes. Donc, vous dites comme qui, ça donne quoi? Il habite. Du Kham. Hein? Oui. Ça? Pardon. Du Kham. Du Kham. La région Du Kham. Kham. Du Kham. Du Kham. Du Kham. Alors, par exemple, je ne sais pas, moi, du thé du Kham. Donc, Dominique, comment tu me dis du thé du Kham? Ah ben je sais pas comment on dit thé. Eh bien, alors, tu me dis autre chose que tu connais. C'est complètement égal. Je vous rappelle que là, si génitif, c'est X plus X. Hein. Alors moi, je m'en fous. Si vous ne connaissez pas T, vous me connaissez autre chose. Kham qui cochon. Ouais. Et ça veut dire quoi? La pomme du Kham. Ben voilà, ça veut dire la pomme du Kham. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous arrêter. Le vocabulaire, ça vous donne juste une palette plus grande. Mais confondez pas la compréhension du vocabulaire avec la compréhension de la structure. Hein. Ça n'a rien à voir. Donc, on a notre élément de base, Kham. Hop, on met un pas, ça devient l'habitant du Kham. Hop, on met un qui, et ben ça devient du Kham. Ok? Jean-Marc, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Ta, cheval et Kham, la région du Kham, Ouais. c'est pas des verbes. Non, tout à fait, c'est pas des verbes. On met un nominalisateur sur un nom, du coup. Alors, on met un nominalisateur sur un nom si on a besoin de dire la personne qui vient du Kham. Parce que le tibétain, il est... Mais tu as tout à fait raison, le nominalisateur n'est pas réservé au verbe. Le nominalisateur permet de nominaliser. C'est pour ça qu'on appelle ça un nominalisateur. Est-ce que je suis compris par tout le monde? Corinne, j'aurais peur que ce soit trop... Es-tu perplexe ou vois-tu un peu le jour pointer derrière le brouillard là-dedans? Oui, ben, il y a des éléments qui m'interpellent. Bon, je ne dis pas que je vais les retenir, hein, mais Ouais, quelque part, il y a du sens. Ok. Donc, je suis contente d'écouter, même si je sais qu'il va falloir réécouter, mais Ouais. il y a de la logique. Donc, il faut que ça se mette en place dans la tête. Absolument. Et je comprends des petits trucs de logique. Donc, c'est super. Voilà, je suis contente par rapport à ça. C'est très très bien. Et tu as raison, il faut du temps. Oui, oui, oui et oui et oui. Oui, il faut du temps. Parce que on a beau, là, on en est, objectivement, on en est à la 44e leçon. Hein. Donc, 44e leçon, on voit que la pièce, elle tombe pas toujours encore. Hein. Donc, je veux dire, les réflexes, on les a pas encore complètement acquis.
C'est-à-dire, on est encore dans le truc, ouais, mais finalement, on fait quoi? Ben oui, mais on fait ça. Patrick, je suis désolé, je t'ai laissé avec la main levée pendant très longtemps. Tu dois avoir l'épaule qui fait mal. Vas-y. Ouais, mais je fais du tai chi, on nous apprend à lever le bras en Ah. ayant l'épaule décontractée. Oh bon Dieu, ce que c'est C'est habile. beau. Je voudrais revenir un petit peu pour la compréhension du nid, qui est Ouais. dans 2 points. Parce qu'on le traduit par kanta. Ouais, Quand on le traduit par kanta, pour moi, ça le relie à ce qui est avant. Mais yes. j'ai l'impression qu'on pourrait le relier avec qu'il est relié avec les deux, ce qui est avant et ce qui est après. Quand je lis Sekam ni Sapen, patata, donc j'ai envie de traduire, je sais bien que tu n'aimes pas qu'on traduise, mais quant à l'élément terre, pour la graine, tatata. Il est où le pour? Le pour, je l'invente, je fais une extension du nid. Ouais, alors ça, c'est ce que j'appelle tordre le texte. C'est-à-dire, au départ, si tu veux faire une bonne analyse, tu tords pas le texte. Tu inventes rien de ce qui n'est pas dans le texte. Et tu te débrouilles avec ça. Même si, évidemment, par facilité, on va vouloir mettre des mots qui nous facilitent les choses. Ici, on a ça, c'est comme. C'est comme, ça veut dire l'élémentaire. Sûr et certain. Ni, c'est la particule, alors on dit 2 points, oui d'accord, mais c'est la particule emphatique. Ça veut dire que c'est la particule qui met l'emphase, c'est-à-dire l'accent sur ce qui précède, et la suite va forcément être une forme de définition de ce qui précède. Ça, c'est la fonction de base du ni. Ce qui est à peu près l'équivalent de nos 2 points. C'est-à-dire nos 2 points, en général, ça veut dire que ce qui suit se rapporte à ce qui précède, en français. D'accord. Mais quand tu dis c'est une définition, ce qui suit est une définition, c'est ça? Une définition, une explication de ce qui précède. Une explication, mais ici c'est une explication, on n'explique pas ce qui est avant, on dit en quoi il intervient. Ouais, si tu veux. C'est pareil. C'est-à-dire, on est en tibétain. C'est pour ça que, attendez, on fait du tibétain, on fait pas du français, là. Dans le sens. Non, mais t'as tout à fait raison de chercher le sens. C'est bien. Mais c'est pour ça que je te donne cette réponse. Parce que, si je sais que le ni met l'emphase sur ça, et quand je parle de vérité du texte, ça veut dire que je m'arrête là. Mais je dis pas que c'est confortable. Je suis juste en train de dire que c'est intéressant du point de vue de la méthode. C'est-à-dire que ni, si vous allez regarder dans les notes que je vous ai données sur le sens du ni, et encore une fois, pour toi Corinne, pour toi Sophia, attention, quand on parle du ni, c'est oulala, encore une particule de plus. Alors oui, bien sûr, au bout d'un moment, il n'y a que des particules de plus, puis après, au bout d'un moment, il n'y a pas de particules de plus, on les retrouve toujours les mêmes. On est bien d'accord. Mais on n'a pas besoin de tout retenir, on est d'accord. Mais, du point de vue de la méthode, c'est la même. C'est-à-dire, la méthode consiste à isoler les particules, et petit à petit à comprendre leur fonction. Donc ça, on est d'accord là-dessus. Hein. Et ça, c'est important de le comprendre. Donc le ni, là, on est en train de se familiariser au ni. Et puis, on n'a pas tout compris du ni. Mais ce qu'on peut retenir, dans un premier temps, premier niveau, ce qu'on peut retenir, c'est que ça met l'emphase sur ce qu'il y a avant. Ça, on peut retenir ça. Donc ça veut dire qu'on sait que d'une manière ou d'une autre, ici, ce dont on va parler là à droite, va être en rapport, on ne sait peut-être pas encore tout à fait comment, mais va être en rapport avec ça sur lequel on met l'emphase. Pourquoi? Parce que ça veut dire que dans la phrase en tibétain, moi ici, en tant que celui qui écrit le texte, je veux qu'on parle de ça. C'est ça l'emphase. Je veux que le sujet de toute ma bafouille là à droite, ça concerne ça. D'accord. Mais je ne vois pas en quoi le fait que j'utilise pour, tort. Ben parce qu'il n'y a pas de pour. Il n'y a pas de pour. C'est pas grave. C'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Si tu veux, tu peux. Mais c'est simplement, ce que je suis en train de te montrer, c'est une méthode rigoureuse. La méthode rigoureuse, c'est que chaque fois, tu dois te dire, est-ce que le ni, je peux le traduire par pour? Non, c'est une particule qui met l'emphase. Et puis, on pourrait dire, tu te bornes à ça au début. Met l'emphase, mais ce qui est avant est quand même en relation avec ce qui est après. Évidemment. Puisque c'est lui. Évidemment. Ici, l'élément terre,
c'est lui qui fait l'action d'être le support pour la Bien grève. sûr, bien sûr. C'est cette relation-là que je vois. Je veux pas en inventer une autre. Tu peux pas en inventer une autre. Parce que là, le texte dit qu'on veut parler prioritairement de Saïka. Le ni a pour fonction de dire que ce qui précède, c'est de ça dont on veut parler. Moi, je suis en train d'essayer de t'expliquer la fonction de base du ni. D'une manière rigoureuse, très peu poétique pour l'instant, hyper carré. Je suis complètement d'accord, mais je fais exprès, parce que je tiens à ce que Nagiguni signifie pour nous une marque emphatique, c'est-à-dire emphase, c'est-à-dire ça met l'accent sur ce qui précède. Parce que ni n'a pas été conçu pour autre chose. En tout cas, là, pour l'instant, dans un premier temps. Ça veut dire que toute la suite, Okay, vous appelez ça une... Le ni met l'emphase, ouais. Mais ça veut dire que ce qui suit concerne... Yes, oui, c'est ça l'emphase. Ok, on va exprimer comme ça. Mais c'est ça, mais c'est exact, c'est même pas une alternative, c'est exactement ça. C'est-à-dire concernant l'élémentaire, ça, quand tu dis concernant l'élémentaire, tu mets l'emphase sur l'élémentaire. Tu comprends? Mais pourquoi j'insiste? J'insiste, c'est parce que c'est pour comprendre, c'est ce que j'appelle la vérité du texte. C'est-à-dire, c'est pour comprendre l'intention du texte. L'intention du texte veut ça. Il veut me faire sentir ça. Après, bon, je suis à l'aise ou pas avec ça, mais il veut exactement me faire arriver où t'es arrivé, c'est-à-dire concernant l'élémentaire, c'est exactement là où il veut me faire arriver. Et c'est pour ça que la traduction, ce n'est pas le texte. La traduction, c'est une image personnalisée de ce que vous avez vécu à travers le texte. Mais le texte, lui, il dit concernant. Tu vois? Et ça, c'est très intéressant. Parce que justement, c'est exactement là où je veux vous faire arriver. C'est-à-dire à développer une rigueur dans l'analyse qui vous permette de comprendre le texte dans son jus. Après, le rendu, c'est complètement annexe. Quoi, c'est pas complètement annexe parce que c'est à partir de ce que vous avez compris du texte. Mais honnêtement, je peux vous dire que pour avoir vu de nombreuses traductions à partir des mêmes et identiques textes en tibétain, je peux vous dire que vous pouvez les aligner 5, 6, 7, 8, 10 traductions. Parce que vous prenez le Bodhisattva, mais vous tombez de la chaise. Hein. C'est-à-dire qu'à partir d'une seule strophe, des fois, vous vous demandez si on parle de la même chose. Ça ne veut pas dire que c'est juste ou que c'est faux. Ça veut dire que le problème du rendu n'est pas le texte. Si moi je veux connaître, si vous voulez connaître le Bodhisattva, à un moment donné, vu que vous êtes en train de faire du tibétain, eh ben, à un moment donné, vous le connaîtrez en tibétain. Pourquoi? Parce que c'est la seule manière de vraiment le connaître en tibétain. Et Jean-Marc, donc dans la lecture, le ni, ça sera forcément une pause, puisque en fait, on s'arrête et on annonce ce qui vient après. Alors tu peux le voir comme une pause, ouais. Tu peux le voir comme une emphase, ce qui est encore plus exact, mais ok, pas de problème. Là, moi, je veux bien négocier. Mais par contre, quand on arrive là avec Philippe dans le bout de discussion, avec Patrice, excuse-moi, sur l'idée de concernant l'élémentaire, là, on est bon. Et si concernant, tu le perçois comme une pause, ça va bien aussi. Mais on est vraiment en train de mettre l'éclairage sur l'élémentaire, puis après, là derrière, c'est ce qui va nous permettre d'éclairer l'élémentaire. Mais pour moi, pour ma compréhension du sutra, j'ai besoin de savoir ça. J'ai besoin de savoir ça parce que j'ai besoin de connaître l'intention du compositeur, de l'écrivain, quoi. Je veux dire, de l'écrivain en l'occurrence, de celui qui a voulu parler. Qui a voulu parler? Le Bouddha, quoi. Donc le Bouddha, il a voulu mettre l'accent sur quoi? Il a voulu mettre l'accent sur ça. Jean-Marc, une autre question par rapport à ces constructions. Je suis resté un peu collé sur par exemple la construction de l'Umpa et l'Umki. Donc les deux en quelque sorte, comme quand je vois le texte, je dis tiens, c'est c'est deux mots différents, deux sens différents qui se ressemblent à l'écriture sur la. Pour quel mot? J'ai pas saisi. Lumpei et en Lumpei ou Lunki. Ah, ici. Voilà. Ok. Et en fait,
quand je vois dans le texte, parce que j'ai pas vu la traduction Ouais. de Len Pei, mais il me semble qu'il n'est pas la traduction. Mais par contre, Lunki, donc le vent, Ouais. mais on a une structure. Est-ce que ça, c'est vraiment morphologiquement variable? C'est un nominalisateur morphologiquement Non, variable? non, non. Ici, Ouais. c'est un génitif. Génitif et l'autre morphologiquement variable. Et c'est un génitif qui est morphologiquement variable. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qui précède, la tête du génitif, elle va changer. La tête du génitif, elle va changer. Elle pourra être une fois comme ça. Elle pourra être une fois comme ça. Et puis elle pourra être une fois... elle pourrait être une fois comme ça. Et puis elle pourrait être aussi comme ça. Donc ça peut avoir plusieurs formes. Mais là, vous regardez dans les notes, parce que justement, ça c'est chiant, c'est pas chiant, mais disons, on va pas... c'est un peu rébarbatif que d'apprendre par cœur les 5 formes du génitif. Maintenant, bon, moi je les connais, si vous avez envie de les connaître, c'est bien. Mais par contre, que vous les connaissiez ou que vous les connaissiez pas, ici, à force de repères, je sais que c'est un génitif, là 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 aussi il y a un génitif, là aussi il y a un génitif, puis voilà. Et puis au bout d'un moment, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute parce qu'ils ont toujours la même tête. Donc, et c'est ça le travail du repère. Le travail du repère, c'est vraiment repérer les éléments qui construisent un texte. Et parmi les éléments qui construisent un texte, c'est absolument repérer les particules. Donc c'est le vent, mais c'est pas un nominalisateur. Ici, il y a aucun nominalisateur ici. Donc c'est le vent, c'est le verbe. Ah non, non. Vanter. Non, pas du tout. Il n'y a pas de nominalisateur. Il n'y en a aucun. Non, je sais ça. Le nga est en aucun cas un nominalisateur. Mais c'est le vent pourtant. Ah, mais c'est clairement le vent. C'est le vent tout seul, tout court, tout le temps. Ou souffler. Souffler, vent, pareil. Mais ça, c'est un mot. Mais le nga n'est pas un nominalisateur. Absolument pas. Absolument pas. Attention, ici, l'enpa, l'enpa, oui, l'enpa, pas, c'est un nominalisateur, absolument. Mais le nominalisateur ne me nominalise pas que des verbes. Hein. Donc, l'enpa, en l'occurrence, c'est humidité. Humidité. Et l'en, c'est humide. Donc, voilà. Donc, à partir de l'humide, vous dites humidité, quoi. Mais après, que ce soit après qu'on ait totalement conscient à l'esprit que pas c'est un nominalisateur ou pas, si par exemple vous apprenez chevalier ou cavalier, comme on a vu avant avec Philippe, bon ben tapa c'est le cavalier, quoi, point. C'est-à-dire que... Jean-Marc, ouais. l'en c'est humidité et l'enpa... l'en c'est humide. Qui m'a humidification, en fait. Ouais, humidification. De toute façon, encore une fois, c'est un rendu, donc on fait à peu près comme on veut. On part du principe d'humide. Hein. En tibétain, on va pas se compliquer les choses. On part du principe qu'on parle de quelque chose d'humide. D'accord, c'est humide. Puis après, quand vous voulez dire humidité, quand vous voulez dire humidifier, vous trouvez. Mais ça, c'est en français, ça. Ouais, non, mais d'accord. Et lungpa, ça sera soufflé, par exemple. Lungpa, si on inventait lungpa, ça serait nominalisateur de lungpa. Si on inventait le verbe souffler, non, on utiliserait dans ce cas-là lung. Lung, ça veut dire le vent. Oui. Et puis on utiliserait un verbalisateur. Alors ça, on n'a pas encore travaillé les verbalisateurs. C'est-à-dire on utiliserait une syllabe qui est une syllabe qui permet de construire des verbes. Donc on dirait lunga. Ouais, mais là, retenez pas ça sert à rien pour l'instant. Vous allez utiliser des syllabes qui ont le pouvoir de transformer un mot comme lung en verbe. Lunga. Mais c'est ce qu'on appelle des verbalisateurs. Mais bon, chaque chose en son temps. Hein. Déjà, si vous avez dégluti, parce que là, il y a pas mal à déglutir, hein, là, quand même. Hein. Faut mâchouiller. Hein. Il
Il y en a de la matière quand même, hein. Parce qu'on peut aussi verbaliser les mots, du coup. Ouais, non, mais de toute façon, on n'est pas au bout du truc, hein. On n'a pas levé le voile du mystère sur la nominalisation, les constructions des mots. Le tibétain a beau être une langue très ras du sol, dans le sens de systématique, basique, hyper bien charpentée, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des détours. Donc, oui, ça nous fait voyager quand même, hein. On n'est pas au bout de notre truc. Mais simplement, on est en train, mine de rien et petit à petit, en train d'apprendre une logique de construction. Et ça, c'est très important. Très important. Dominique, tu as fait aussi un moment que tu dois avoir mal à l'épaule à force de lever la main. Vas-y. Oui, mais ça vient en fait peut-être illustrer ce que tu dis, parce que bon, moi j'avais au départ des lacunes de mémorisation des mots, Ouais, et j'avais aussi des problèmes bon, une sorte de dyslexie avec ouais, certaines lettres, qui ouais, durent encore d'ailleurs. ouais, Mais en fait, je me suis mise à ce que je savais faire, c'est-à-dire un exercice de logique à ouais, partir des mots et des particules. ouais. Et ben, en fait, l'analyse, ça va tout seul, repérer les particules, ça va tout seul. Et c'est vraiment un exercice de logique. Et juste pour dire qu'il y a deux exercices à faire. Il y a d'abord un exercice de logique et après un exercice de français. C'est-à-dire que, enfin, de la façon dont j'observe comment ça fonctionne, dans ma tête en tout cas, Mhm. c'est d'abord la logique. Et après, une fois qu'on a le suivi de tous les mots ou de toutes les particules, c'est après seulement qu'on fait un exercice de français, de rédaction. Ah, c'est pour ça que je vous ai toujours dit, le rendu en français, c'est la cerise sur le gâteau, hein. C'est la dernière étape. C'est vraiment jamais la première. Parce que si on veut tout de suite traduire, vous allez franciser. Et vous allez perdre la possibilité de comprendre la structure tibétaine. On doit comprendre comment les Tibétains construisent. Et en fait, on est piégé par le fait qu'en France, au moins, quand on apprend une langue étrangère, enfin du moins dans nos générations, quand on apprend une langue, on apprend par la traduction. Et en fait, là, il faut tout faire sauf ça. Ah, complètement d'accord. Mais c'est pour ça que je me suis cassé la tête quand même contre le tibétain pendant un moment, hein. Bah, Je veux nous dire, aussi, hein. quand je vous dis pendant un moment, j'ai commencé à étudier le tibétain, j'avais 20 ans, j'en ai 62 donc, hein. Donc, ça fait quand même des heures de vol. Ben, je peux vous dire que j'en ai perdu des années à pas comprendre, je veux dire, parce qu'il n'y avait rien à l'époque. Il a fallu inventer les méthodes, il a fallu comprendre, il a fallu décrypter. Donc là, vous êtes en train de gagner un temps hyper précieux, hein. Moi, j'ai essuyé les plâtres, hein. Donc là, vous pouvez y aller. Donc, la méthode, elle est éprouvée, hein. Donc, on faut pas perdre du temps avec la traduction au début. Vraiment, vraiment pas. Par contre, ben, comme tu dis, le rapport logique, tout ça, oui, alors complètement, parce que faut savoir comment ça se construit. Une fois qu'on sait comment ça se construit, et encore une fois, hein, je vous répète, sei, kam, hop, ça c'est une structure. C'est pour ça qu'en plus, ah mais je voulais pas écrire en structure. Ah si, je voulais écrire en structure dessous. Si. Vous avez le repère des particules avec la structure. C'est exactement pour ça que je vous écris ça dessous, hein. Ça doit être utile, hein. C'est-à-dire que ça vous dit, bon, alors ces leçons, elles sont ce qu'elles sont, on est bien d'accord. Mais il n'y a pas, alors elles sont pas parfaites, mais il y a quand même rien qui est là par hasard, hein. C'est-à-dire que les trucs en braquet là, c'est vraiment pour vous permettre de voir la structure. Parce que là, vous la voyez pas d'une manière directe. Mais là, vous la voyez. Mais en termes de méthode, quand vous êtes sur votre page ici, là, c'est votre bac à sable. Quand je dis bac à sable, je pèse, non pas que j'ai besoin de peser mes mots, mais je suis vraiment en train de vous dire quelque chose. C'est-à-dire que là, vous vous entraînez. Vous vous entraînez à essayer de vous dépatouiller. Là, c'est la pataugeoire. Vous y allez, vous pataugez, vous essayez de marcher, vous vous en foutez de partout. C'est complètement égal, c'est très bien. Allez-y, jouez. Mais vous jouez là. Puis une fois que vous en avez marre de jouer et de pas comprendre comment ça se passe, vous allez voir là. Mais du point de vue méthode, vous commencez là. Vous commencez pas là-dessous, hein. Quoi, vous faites comme vous voulez, mais disons la proposition, encore une fois, la proposition, c'est de dire là, vous vous entraînez. Là, vous grimpez aux arbres, là. Là, vous pataugez, là. Là, vous regardez comment c'est d'essayer de nager dans les grandes eaux, là. Puis après, là, vous mettez la bouée, là.
mais vous mettez pas la bouée tout de suite. Alors bon, il y en a certains qui vont vouloir d'abord mettre la bouée, puis après nager. Alors ok, vous le faites dans l'autre sens, comme vous voulez. Flotteur en bas. Ouais, ouais, totalement. Et puis après, vous voulez rentrer, vous voulez gratter, ben vous venez gratter. Et vous venez gratter dans le vocabulaire. Mais disons, en termes de méthode, il y a une proposition. Hein. Ça, il faut bien la comprendre, la proposition. Mais on peut la changer. Hein. C'est-à-dire, encore une fois, vous pouvez partir du vocabulaire, si vous avez envie d'approcher le morceau comme ça, ben vous y allez comme ça, puis après vous y allez comme ça, puis après vous y allez comme ça. Mais le français, je vous rappelle que le français qui est là, c'est juste pour vous donner un aperçu de ce qui, dans le fond, est en jeu dans l'extrait. Mais c'est pas du tout ni pour refaire la traduction, ni pour voir comment lui il a traduit. On s'en fout de comment il a traduit. Simplement, c'est une a priori bonne traduction. Donc, ça nous dit quand même quelque chose. Donc, ça nous est utile quand même. Mais, non, notre méthode de travail, elle est là. Hein. Elle est là, la méthode de travail. Apprendre à parler le tibétain, c'est forcément un complément, c'est un autre exercice finalement. Non, de toute façon, non, ça sera le même. Ça sera presque. En tout cas, la méthode que j'avais développée avec Deki, Véro en sait quelque chose, elle connaît bien, elle a étudié aussi avec Deki. C'était vraiment une méthode basée sur les structures de texte, les structures de phrases. Donc, apprendre le tibétain parlé, c'est encore plus travailler sur la structure. Mais carrément apprendre les structures par cœur, quoi. Parce que quand vous connaissez les structures, ben, vous pouvez changer les mots. Si vous savez dire Tutsu Ngapa Gingen là, donc avant 5 heures, ben évidemment, ça ne vous dit rien comme ça. Et ça veut dire que vous apprenez la structure, Tutsu Ngapa Gingen là, et vous apprenez X plus Gingen là, ça veut dire chaque fois avant ceci. Et puis vous apprenez la structure, puis après vous apprenez sur des phrases types, puis après vous apprenez à changer la phrase type, elle reste, parce que la typologie de la structure de base, elle reste toujours la même. Puis vous apprenez, ok, Chutsu Ngapa Gingon la, après vous dites Chutsu Chupe Ngon la, après vous dites Leka Chepe Ngon la, quoi. Voilà, vous dites ce que vous voulez, mais avec Ngon la à la fin. Et puis vous posez plus la question parce que vous avez la structure dans la tête. Donc vous voulez dire avant quelque chose, vous dites ça. Mais c'est pour ça que le tibétain parlé, en tout cas, si vous utilisez cette méthode qui est extrêmement efficace, elle vous fait bosser comme ça. Bon, oui, alors. Mais dans le fond, on ne fait pas tellement autre chose. Hein. On doit d'abord comprendre la structure. Ça, c'est sûr. C'est quelle heure? À titre d'information, donc à Lyon avec Acharya, il nous a bien dit de continuer à apprendre le tibétain, malgré toutes les lacunes, et de continuer à l'apprendre pour comprendre comment il pensait. Oui, il a bien raison. Il a bien raison. Parce que, je veux dire, et c'est pour ça que la traduction, laissez tomber. Quoi, laissez tomber? Non, surtout ne laissez pas tomber. Mais c'est pas la première des choses. La première des choses, c'est d'abord comprendre, c'est ce que je vous dis par la vérité du texte. Il faut d'abord essayer de comprendre comment le texte est organisé. C'est-à-dire, il pense comment, quoi. Et la discussion avec Fabrice tout à l'heure, elle était très intéressante. C'est-à-dire, concernant l'élémentaire, par exemple. Alors juste encore, la réponse à la question de Cathy, et puis après on arrêtera là, parce que je réalise qu'il est 14h43. Alors bon, c'est bien, on se fait une belle et grande leçon, mais bien sûr, Véro, je comprends, ouais, de toute façon, on a dépassé largement, on a explosé l'horaire. Donc, à bientôt, vous aurez la suite, de toute façon, sur le replay. Vas-y, Cathy, et puis après on arrêtera. Merci. Donc, moi, je reviens sur les verbes de tout à l'heure. Ouais. Chawa, cheto. Ouais. Donc, c'est pour avoir... che, c'est un verbe volitif ou non volitif? Ouh, alors là, Cathy, oui, parce qu'on l'avait bien fait. sûr. Ça m'interroge. Bien sûr. Non, mais c'est clair. Je te donne la réponse, mais oui. Après, disons, pour l'instant, on va pas creuser sur les verbes, parce que c'est un univers, hein, les verbes. Hein. Mais, effectivement, la question de Cathy, pour que ça puisse dire quelque chose pour toi, Corinne, comme Sophia, comme qui d'autre, parce que je pense que pour tout le monde, vous êtes à peu près au clair là-dessus, peut-être Fabien éventuellement, mais bien que. Les verbes, quand on parle des verbes en tibétain, il y a des verbes volitifs, il y a des verbes non volitifs. C'est-à-dire, il y a des verbes qui expriment une action volontaire et des verbes qui expriment une action non volontaire.
En français, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la phrase, quand vous dites, juste que vous comprenez bien, la phrase en français, quand vous dites « j'ai cassé la tasse », est-ce qu'il y a dans la phrase, je dis bien en français, est-ce qu'il y a dans la phrase française « j'ai cassé la tasse » un élément qui vous permet de savoir si c'est volitif ou non volitif? Mais non. Aucun. Corinne, est-ce que tu es d'accord avec ça? J'allais répondre le sujet, parce que je pensais que le non volitif, c'était la forme, comment dire, hein, je me souviens plus du terme, la tasse a été cassée. Voilà. Mais apparemment, ce n'est pas ça. Tu n'es pas Donc, loin. Tu n'es pas loin. Mais imagine que tu aies cassé la tasse d'une manière involontaire. Est-ce que tu dirais vraiment une autre la phrase? volonté, oui, volitif, bien sûr, bien sûr. Tu Ok. dirais pareil. Tu dirais j'ai cassé la tasse. Oui, oui. Et donc, ça veut dire que moi qui suis ton interlocuteur, c'est-à-dire ton auditeur, au moment où tu dis la phrase française j'ai cassé la tasse, honnêtement, c'est-à-dire dans le sens de à plat et factuel, je n'ai aucun moyen de savoir si tu me dis que tu l'as cassé volontairement ou si tu l'as cassé involontairement. C'est pour ça qu'on se sent obligé de poser la question pour savoir si oui, tu l'as cassé volontairement ou involontairement. Et ça, c'est une différence majeure avec le tibétain, parce qu'en tibétain, vous allez utiliser des formes, qu'elles soient verbales ou grammaticales, qui vont vous indiquer si vous avez cassé la tasse volontairement ou involontairement. C'est-à-dire le verbe, c'est pour ça que les verbes ne sont pas conjugués, les verbes suivent une autre logique, les verbes suivent la logique de volonté ou non-volonté. Et c'est pas la seule, hein. Mais déjà, ça c'est la plus majeure. Alors, c'est pour ça que je vous dis, on ne va pas travailler les verbes maintenant, largement pas, parce que là, ça explose notre quota de digestion possible. Hein. Mais là, du coup, il est non volitif. Hein. Il est non volitif. Alors, ici, il est forcément volitif. Hein. Ah bon? C'est-à-dire, alors là, évidemment, c'est pour ça que je vous dis, là, elle a ouvert la boîte de Pandore, Cathy. Parce que rien ne dit que ce soit évident de se dire que dans tel cas, c'est forcément volitif et forcément involitif. Pourquoi non volitif? Parce que même dans le cas de j'ai cassé la tasse, est-ce qu'on peut être absolument sûr de ne pas avoir voulu la casser? Je veux dire, c'est super compliqué. Mais ici, le verbe, si on prend le verbe stricto sensus, payatacha nembuchetache, c'est un verbe considéré comme volitif. Mais dans le contexte ici du sutra, c'est très compliqué de vivre ça comme une espèce de volitif 100%. C'est volitif dans le sens où c'est une action, mais ça peut être une action comme un peu dans le sens de j'ai cassé la tasse, c'est-à-dire il y a un acteur qui a cassé la tasse, mais le fait de voir casser la tasse ne veut pas dire qu'il a une complète volonté d'avoir voulu casser la tasse. C'est pour ça que c'est des catégories souples. C'est un peu difficile là de pouvoir dire qu'il y a une absolue volition parce qu'il n'y a pas d'agent. C'est-à-dire que là, c'est un problème plus philosophique. C'est-à-dire que dans ce sutra, tout le sutra est construit sur l'absence de l'agent. Il n'y a pas d'agent. Il n'y a pas de volonté de quelqu'un pour que le monde existe. Aucune. Donc, ce serait très difficile que... Alors là, ça c'est l'autre dimension du sutra absolument extraordinaire, parce que ce sutra est extraordinaire. Hein, parce que c'est le sutra qui nous dit qu'il n'y a pas de créateur du monde. C'est un sutra extrêmement important. Donc, quand on dit, même en français, l'élémentaire a pour fonction de porter la graine, là, on peut croire que, évidemment, il décide de porter la graine. Hein. Mais rappelez-vous de l'élément avant, de l'extrait qu'on avait vu avant, c'est-à-dire qu'il n'y a à aucun moment la graine se dit j'ai créé un fruit. Il y a donc, donc c'est clair. Pas qu'elle porte la graine. Non, mais en même temps, on n'est pas dans un truc carré A ou B. On est dans quelque chose de mixte forcément, parce que oui, elle ne décide pas de le faire, mais oui, elle participe activement quand même au fait que ça existe. Il y a exclu encore là-dedans. Ah, il y a du tiers exclu, là. Ouais. Non, c'est pour ça que là, l'interprétation après philosophique du sutra, alors là, c'est une autre paire de manches. C'est pour ça que si on veut comprendre, et c'est très intéressant qu'on ait quand même ce petit bout de discussion, parce que quand on fait de la grammaire en tibétain, c'est ce qui nous approche quand même le plus possible
de la subtilité de ce qui veut être dit dans le texte. Parce que la grammaire reflète ça. Vu que la grammaire, elle reflète les niveaux d'intentionnalité, c'est passionnant. Les niveaux d'intentionnalité, les niveaux de participation, voilà, je veux dire, ça, voilà. Mais c'est pour ça que faire de la grammaire pour de la grammaire, c'est moyennement intéressant. Mais là, faire de la grammaire dans ce contexte, c'est un accès de compréhension au dharma extraordinaire. C'est du dharma, quoi. Ah, c'est du dharma. De toute façon, là, ici, dans ce qu'on est en train de faire, le tibétain, la grammaire, les particules, etc., sont au service du dharma. Pour l'instant, on ne le perçoit pas encore complètement parce qu'on patauge encore, on est en train d'aiguiser nos armes d'une certaine manière. On est en train d'apprendre, de constituer le viatique qui va nous permettre ensuite de nous aventurer dans le texte. Mais une fois qu'on a bien les éléments en main, après on rentre dans les éléments, Et on rentre dans le vif du texte et dans la compréhension de ce que le texte veut nous dire. Grâce justement à l'éclairage, grâce à ce que j'ai évoqué avant avec vous, la vérité du texte. Et par l'apprentissage du tibétain. Ah oui, complètement. Depuis le début. Ah mais oui, c'est sûr. C'est vraiment une magnifique porte d'entrée. Les amis, on va s'arrêter là quand même, parce que sinon on peut faire tout l'après-midi du tibétain ensemble, ce qui est magnifique, mais il y a des moments, il faut quand même qu'on s'arrête. Allez, avec une dédicace. Sonam di tamje zigbani, tomne niepe, janam pandjen, kega nachi vala pupai, sibe tsole doa dolwaraishu. Merci les amis, merci beaucoup, à tout bientôt. Merci beaucoup, bonne semaine. Bonne semaine à vous, Bye bye. à bientôt, bye bye.